C'était un dimanche de printemps, un de ces dimanches où tout semble paisible, presque banal. La table était dressée dans le jardin, sous le grand tilleul. Les assiettes blanches, la nappe fleurie, le cliquetis des verres, et au centre, ma petite fille Emma. 8 ans, les joues roses, riant de tout, de rien. Je me souviens de la lumière ce jour-là. Claire, stable, sans menace. Comme si le monde, l'espace d'un repas, avait oublié sa cruauté. Mon fils Julien versait du vin à sa femme. Claire. Moi, je coupais le rôti, avec le soin que j'ai toujours mis dans les choses simples. L'air sentait le romarin et le pain chaud. Un dimanche ordinaire, un dimanche de famille. Et puis, sans prévenir, la phrase est tombée. Tu vois, mamie, c'est drôle. Selon le test, on n'est même pas de la même famille. Emma riait, la bouche pleine de tartes. Elle répétait simplement quelque chose qu'on lui avait dit, sans comprendre. Mais le silence qui a suivi a tout dit, lui. Julien a cessé de bouger, sa fourchette suspendue dans l'air. Claire a pâli, si vite que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. J'ai reposé le couteau, le vent s'est arrêté, et, dans le vide que la phrase avait laissé, j'ai entendu battre mon propre cœur. « Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie ?» ai-je demandé doucement. Emma a haussé les épaules. « Ben, papa et maman ont fait un test ADN. C'est rigolo, non? Sur Internet. » Elle a ri. « Et ils ont dit que j'avais pas du tout ton même sang, mamie. » Je n'ai pas su répondre. Je crois que j'ai souri, par réflexe. Un de ces sourires mécaniques, ceux qu'on fait pour éviter qu'un monde s'écroule trop vite. Mais mes mains tremblaient. Julien a voulu changer de sujet. « Emma, finis ta tarte. » Claire, elle, fixait son assiette, comme si elle y lisait une condamnation. Personne ne parlait plus. Même les oiseaux s'étaient tus. Je me suis levée lentement. Je suis allée chercher la théière pour me donner une contenance, mais mes gestes n'avaient plus de logique. Je me souviens avoir versé du thé froid, d'avoir renversé un peu de sucre. Tout paraissait soudain déplacé, déformé, comme si la table s'était transformée en scène d'accident. Je me répétais la phrase. On n'est même pas de la même famille. Comment ces mots avaient-ils pu sortir de cette bouche d'enfant? Comment un test, un simple test acheté sur Internet, pouvait-il effacer des années de tendresse, de goûtère, de veillée, de chansons? Emma était ma joie, mon prolongement, mon cœur dehors. Je l'avais bercée, consolée, vue grandir. Je connaissais son rire avant même qu'elle parle. Et pourtant, il suffisait de quelques molécules d'ADN pour que tout vacille. Julien a tenté de plaisanter. Les enfants disent toujours n'importe quoi, maman. Tu sais comment c'est? Mais sa voix manquait d'air. Je l'ai regardé. Il a détourné les yeux, et j'ai compris. Non, ce n'était pas une erreur d'enfant. C'était une vérité qu'on m'avait cachée. Une vérité qu'un test imprudent venait de faire remonter à la surface. Claire s'est levée à son tour. « Je vais aider à la cuisine », a-t-elle murmuré. Mais elle n'a rien fait. Elle est restée debout, dos tourné, les mains posées sur l'évier, immobile. J'ai senti une brûlure monter dans ma poitrine. Pas la colère. Non, quelque chose de plus ancien. La trahison. Celle qui ne fait pas de bruit, celle qui prend la forme d'un secret bien gardé. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement regardé Emma. Elle me souriait, inconsciente, le visage taché de confiture. Et j'ai pensé, elle, au moins, ne ment pas. Le repas s'est terminé dans un désordre étrange. Julien parlait de météo, Claire rangeait sans bruit, Emma courait après un papillon. Moi, j'étais ailleurs, déjà dans une autre pièce de moi-même, là où les illusions se défont en silence. Quand ils sont partis, j'ai accompagné Emma jusqu'à la voiture. Elle m'a embrassée sur la joue. « À dimanche prochain, mamie. » Sa petite voix, claire, confiante, m'a transpercée. Je l'ai serrée fort, un peu trop peu, être. Je n'arrivais pas à lâcher. Julien a dit doucement « Maman, ça va ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste hoché la tête. La portière s'est refermée. Le moteur a démarré. Et le bruit de la voiture s'est éloigné dans l'allée, laissant derrière lui une poussière fine et un silence lourd comme un testament non signé. Je suis rentrée dans la maison. Tout semblait étranger. Les murs, les cadres, même la nappe encore tiède de la chaleur des plats. Je me suis assise. Longtemps. Peu, être 1 heure. Peu, être toute la vie. Puis j'ai pris mon carnet, celui où j'écris depuis la mort de mon mari, mon refuge, ma mémoire,
J'ai ouvert une nouvelle page et j'ai écrit. Aujourd'hui, j'ai appris que le sang ne ment pas. Mais l'amour, lui, ne demande pas de preuves. Je suis restée à regarder ces mots jusqu'à ce que l'encre sèche. Et j'ai ajouté plus bas. Ce que l'on m'a caché, je vais le lire moi-même. Parce que tout commence toujours ainsi. Pour nous, les femmes de silence, par un mot qui nous échappe et une vérité qu'on décide enfin de lire. Ce soir-là, avant de dormir, j'ai sorti du tiroir les vieilles photos d'Emma. Bébé dans mes bras, ses premières vacances à la mer, ses dessins maladroits collés sur le frigo. Je les ai étalés sur la table comme des preuves d'un amour réel, charnel, même si le sang disait le contraire. Je n'avais plus envie de comprendre, ni d'accuser. Juste de savoir. Savoir comment une vérité biologique avait pu se glisser entre nous, et pourquoi on m'avait laissé aimer dans l'ignorance. J'ai fermé les yeux, et dans le silence de la maison, j'ai entendu ma propre voix intérieure murmurer « On ne m'a pas menti pour me protéger. On m'a effacé pour simplifier. » Alors j'ai compris. Ce que j'avais perdu ce jour-là, ce n'était pas une petite fille. C'était ma place dans l'histoire. Avant ce dimanche, ma vie tenait dans un équilibre simple. Une maison aux volets bleus, un jardin trop grand pour moi seul, et un fils que j'aimais d'un amour à la fois maladroit et absolu. Julien, mon unique enfant. Je l'avais élevé seul après la mort de son père, Marc. Un homme droit, discret, menuisier de métier. Avec lui, tout était clair. Le travail, la parole, le respect. Il n'a jamais su mentir, même pour épargner. Quand il est parti, Julien avait 10 à 7 ans, et j'ai senti que toute ma lumière s'en allait avec lui. Mais la vie reprend toujours, d'une manière ou d'une autre. J'ai repris mes habitudes, le café du matin, le courrier à trier, les voisins à saluer. Et puis un jour, Julien m'a présenté Claire. Elle était belle, élégante, ce genre de beauté qui sait se tenir. Mais derrière ses sourires polis, j'ai senti une distance, une prudence, comme un mur invisible. Elle parlait peu, observait beaucoup, et semblait peser chaque mot. Je l'ai accueillie pourtant avec bienveillance. Je me disais qu'il fallait du temps, que toutes les mères et les belles filles finissent par trouver une façon de s'aimer. Ils se sont mariés un été à la mairie du quartier. Une cérémonie simple, des fleurs blanches, du champagne tiède. Moi, j'étais juste heureuse de voir mon fils heureux. Le reste m'importait peu. Quand Emma est née, la maison s'est rallumée. Je me souviens encore du premier cri, du petit bonnet rose, du poids minuscule de son corps dans mes bras. Elle sentait le lait et la promesse. Julien pleurait, Claire souriait, et moi je tremblais. J'avais l'impression que la vie me faisait un cadeau que je n'osais plus espérer. J'ai tout de suite pris ma place dans leur quotidien discrète, utile. Je gardais Emma les mercredis. Je préparais des goûters, des compotes, des sablés en forme d'étoiles. Je l'emmenais au parc, là où Marc avait construit un banc en bois, autrefois. Elle y grimpait, fière, et disait « C'est le banc de mamie ». Je riais. Je croyais que rien ne pourrait jamais briser ce fil entre nous. Les années ont passé ainsi, tissées de petits gestes, de tendresse ordinaire. Chaque rentrée scolaire était une fête. Elle courait vers moi avec son cartable trop grand, les yeux pétillants. « Regarde, mamie, j'ai eu 10 sur 10 en dictée. » Et moi, je faisais semblant d'être surprise. Chaque fois, je l'aidais à faire ses devoirs, à coller des images dans ses cahiers. Nous inventions des histoires. Une princesse qui voulait devenir juge, un oiseau qui savait lire. Je lui disais souvent « Lire, c'est savoir où on met les pieds ». Elle répétait sérieuse « Lire, c'est marcher sans tomber ». Nous rions. Claire, elle, restait distante. Elle ne me disait jamais rien de cruel, non, mais toujours avec cette politesse glacée qui tient lieu de mur. « Vous gâtez un peu trop, Emma », disait-elle parfois. Je répondais « On ne gâte jamais trop d'amour ». Elle levait les yeux au ciel. Je sentais qu'elle me tolérait plus qu'elle ne m'acceptait. Mais Julien, lui, cherchait toujours à arranger les choses. « Vous êtes si différente », disait-il. « Vous finirez bien par vous comprendre. » Je hochais la tête, et j'espérais. Pourtant, à mesure qu'Emma grandissait, la distance s'est faite plus subtile. Moins de week-ends ensemble. Des excuses. Un anniversaire, un travail urgent, un rhume. Puis un jour, sans prévenir, les mercredis ont disparu. Emma a trop de devoirs, disait-on. Je n'ai rien dit. Je n'ai jamais voulu forcer la porte de leur vie.
Je me contentais d'attendre les vacances, les fêtes. À Noël, elle venait quelques heures, m'aider à décorer le sapin, déposer une boule dorée tout en haut. Celle-là, c'est pour Papy Marc. Je retenais mes larmes. Elle, si petite, parlait de lui comme si elle l'avait connu. Je voyais en elle la continuité, la trace du passé. C'est pour cela que la phrase « ce dimanche-là » m'a tant transpercée. Parce qu'avant ce jour, j'avais cru à la lignée. J'avais cru que le sang, c'était une musique douce, un fil invisible qui relie les visages à travers le temps. J'avais cru que les yeux d'Emma, quand elle riait, étaient ceux de Marc. Je m'étais trompée peut être, ou peut être pas. Parce qu'au fond, qu'importe ce que disent les tests. Ce que j'avais vécu avec elle, c'était du réel, du palpable. Des genoux écorchés, des colliers de pâte, des nuits à raconter des contes. Rien de tout cela ne peut être dissous par un tube de salive ou un résultat en ligne. Et pourtant, le doute ronge. Il ne détruit pas d'un coup. Il s'insinue comme un froid dans les os. Depuis ce jour, chaque souvenir est devenu une question. Chaque rire d'Emma, une blessure douce. Je la revois encore courir dans le jardin, cheveux au vent, robe claire, sa voix résonnant. « Mamie, regarde, je vole. » Et moi je pensais, « Oui, mon ange, tu voles. » Et tu t'éloignes. La vie d'avant était simple, pleine d'amour sans condition. Je l'aimais parce qu'elle était elle, pas parce qu'elle portait mon nom. Mais je ne le savais pas encore. Je croyais aimer dans la continuité du sang. Je n'avais pas encore compris que l'amour vrai commence là où la biologie s'arrête. Depuis ce déjeuner, ma mémoire s'est mise à travailler contre moi, ou pour moi, je ne sais pas. Des images me revenaient, des bribes de phrases, des silences anciens que je n'avais jamais su lire. On croit toujours que les souvenirs sont figés, mais non. Ils changent de couleur quand la vérité s'invite. Je revoyais Claire, ses gestes, sa façon de parler d'Emma toujours avec une distance polie, jamais avec la tendresse des mots spontanés. Elle disait « ma fille » comme on dirait « mon dossier ». Elle ne disait jamais ta grand-mère, mais Marguerite. Et moi, bêtement, j'y voyais une question de style, de modernité. Je n'avais pas compris que c'était déjà une mise à distance. Un souvenir en particulier revenait sans cesse. Un jour, Emma avait apporté à la maison un arbre généalogique fait pour l'école. Elle l'avait posé fièrement sur la table, des cases, des flèches, des prénoms écrits en couleur. Je m'étais penchée, émue, pour chercher la mienne. Mais mon nom n'y figurait pas. À ma place, une case vide. Je m'en étais amusée, croyant à un oubli d'enfant. « Et moi, ma chérie, tu m'as oubliée ?» Elle avait hésité, puis répondu « Maman a dit que tu n'étais pas obligée d'être dessus, parce que c'est que pour la vraie famille. » Je me souviens de ma gorge qui s'était serrée, mais je n'avais rien dit. J'avais ri, encore une fois. On rit souvent quand on ne veut pas pleurer. D'autres souvenirs se sont mis à affluer, comme des preuves que j'avais refusé de voir. Les photos, par exemple. Pendant longtemps, il y en avait partout dans la maison de Julien. Sur la cheminée, dans le couloir, sur le réfrigérateur. Puis un jour, certaines ont disparu. Celles où j'étais avec Emma. Je l'avais remarqué sans oser le dire. Quand j'étais venue déjeuner chez eux, j'avais cherché du regard le cadre où nous étions toutes les deux, à la plage. Il n'y était plus. À la place, une photo d'Emma avec Claire et Julien, souriants, parfaits. Une famille bien rangée, sans excédent d'amour extérieur. J'avais cru à un hasard. Maintenant, je sais que rien n'est jamais tout à fait un hasard. Je me souviens aussi de cette période où, soudain, les visites sont devenues compliquées. Claire me disait « Emma a beaucoup d'activités, vous comprenez. » Ou bien « Elle doit se concentrer sur ses devoirs. » Ou encore « On viendra quand on aura un moment. » Mais le moment ne venait plus. Je ne voyais plus Emma qu'aux grandes fêtes, entre deux politesses. Et chaque fois, Claire restait sur le qui-vive, comme si elle craignait que je dise quelque chose d'inapproprié, une phrase de trop, un mot qui pourrait réveiller un secret. Je crois qu'elle avait peur que je découvre avant l'heure. Et moi, j'étais trop confiante, trop naïve pour imaginer qu'on puisse m'exclure d'une vérité aussi intime. Un soir, j'étais arrivée à l'improviste. J'avais préparé une tarte aux pommes pour l'anniversaire d'Emma. Claire avait ouvert la porte, surprise, presque contrariée. « Oh, vous auriez dû prévenir. » Je lui avais tendu la tarte, souriante. Elle l'avait prise, sans me regarder. « Merci, Marguerite, c'est gentil. »
Et puis cette phrase, comme un coup près, Emma est déjà couchée. Il n'était que 8 heures. Je m'étais excusée, repartie avec un nœud dans la poitrine. Je me souviens avoir pleuré sur le trajet du retour, sans comprendre pourquoi. Maintenant je sais. Ce soir-là, on m'avait fermé hors de la lignée. Même Julien avait changé. Lui qui autrefois m'appelait presque chaque jour, se faisait rare. Ses messages devenaient courts, évasifs. « Tout va bien, maman. Ne t'inquiète pas. » Ou « On est débordé. Je t'appelle bientôt. » Mais il n'appelait jamais. Il avait ce ton des gens qui cachent sans mentir. Une douceur trop maîtrisée. Je repensais à son regard, le jour du déjeuner. Cette gêne mêlée de honte. C'est ce regard-là, plus que les mots d'Emma, qui m'a brisée. Parce que j'y ai vu tout ce qu'il aurait voulu me dire depuis longtemps, et qu'il n'avait jamais eu le courage d'avouer. Les souvenirs d'Emma, eux, restaient intacts. Sa voix, son rire, ses dessins collés sur mon frigo, pour mamie qui lit des histoires mieux que la télé. Elle m'avait offert un jour une petite boîte en carton, décorée de perles collées. À l'intérieur, un mot écrit à la main. « Pour toi, mamie Margot, parce que tu es mon vrai cœur. » J'ai rouvert cette boîte hier soir. Les perles s'étaient décollées, mais le mot tenait toujours. Et je me suis dit que le sang peut mentir, mais pas les enfants. Avec le recul, tout me paraît limpide. La méfiance de Claire, les distances de Julien, les absences d'Emma, les phrases anodines, tout dessinait une ligne de séparation invisible. Je n'étais pas censée faire partie du noyau. On me gardait à la périphérie, dans le rôle aimable mais facultatif de la grand-mère d'emprunt. Et moi, je m'en contentais, persuadée qu'aimer suffisait à légitimer ma place. Je me trompais. L'amour, quand il n'est pas reconnu, devient une forme de clandestinité. Et j'ai vécu des années dans cette clandestinité affective sans le savoir. Ce n'est que maintenant, en regardant en arrière, que je vois les contours du mensonge. Il n'a pas commencé avec le test ADN. Il a commencé bien avant le jour où on a décidé de me tenir à l'écart, avec douceur, mais avec méthode. J'ai refermé mon carnet ce soir-là, en écrivant une phrase simple. Je croyais être de la famille. Je n'étais qu'une tolérance. Puis, plus bas, en lettres plus fermes, mais on ne tolère pas une femme qui commence à comprendre. Le silence de la maison m'a paru différent, presque complice. Ce n'était plus un silence d'abandon, mais celui d'une veille. Comme si, dans l'ombre, quelque chose se préparait. Ma vérité. Je ne cherchais rien, ce jour-là. Juste un document banal, un relevé fiscal oublié, un papier d'assurance pour la chaudière. C'était un matin de pluie. La maison sentait le bois humide, le café, la solitude ordinaire des veuves. Je m'étais mise à ranger le bureau, ce meuble d'Henri que j'avais toujours considéré comme une mémoire plus fiable que la mienne. Les tiroirs glissaient mal. J'y ai trouvé des stylos secs, des reçus anciens, des lettres jaunies et, tout au fond, une chemise cartonnée, grise, marquée d'une écriture notarialement familière. Succession de Launay, Annex P. Je n'y avais jamais prêté attention. Mais ce matin-là, quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. À l'intérieur, des feuillets impeccables, tamponnés, datés de plus de 8 ans. Des mots froids, alignés, qui ne laissent aucune place au cœur. Je les ai lus sans comprendre d'abord, puis j'ai relu, plus lentement. Et j'ai vu. Acte de reconnaissance d'enfant. Monsieur Julien Delaunay, si après dénommé le déclarant, reconnaît l'enfant Emma, née le 12 février 2014, comme étant la sienne. L'édit acte est annexé au dossier de naissance de l'enfant, dont la paternité biologique est déclarée non établie à ce jour, la naissance étant survenue sous anonymat de paternité. Je me suis arrêtée. Mes doigts tremblaient. Les mots non établis me brûlaient les yeux. Anonymat de paternité. Un vocabulaire que j'avais déjà croisé autrefois, dans les journaux, sans jamais imaginer qu'il entrerait un jour dans ma propre vie. Je me suis assise. Je relisais sans fin cette même phrase, incapable de passer à la suivante. Enfant né sous anonymat de paternité. C'était écrit, froidement, sans détour. J'ai cherché une explication, un sens logique. Pourquoi ce document était-il dans le dossier de succession de Marc? Pourquoi ne m'en avait-on jamais parlé? Puis, quelques pages plus loin, j'ai découvert un courrier d'avocat daté de l'époque où Julien et Claire s'installaient à Paris. Maître, suite à la situation particulière de la naissance de l'enfant,
Nous vous prions de bien vouloir veiller à la confidentialité du dossier, notamment vis-à-vis de la famille du déclarant. Il est impératif que cette reconnaissance soit traitée sans publicité ni communication aux ascendants. Sans publicité ni communication aux ascendants. J'ai lu et relu cette phrase. J'étais donc l'ascendant qu'il fallait tenir dans l'ombre. Moi, la mère, la grand-mère, j'ai posé la feuille sur la table, je n'entendais plus la pluie. J'avais l'impression que le monde entier s'était arrêté dans cette pièce, autour de ces papiers. La vérité n'avait pas éclaté. Elle s'était simplement glissée, des années plus tôt, dans une chemise grise, en attendant que je la trouve. Je suis resté longtemps sans bouger, la main posée sur le document. Ce n'était pas seulement le choc du mensonge, c'était la découverte du calcul, de la préméditation. Ils avaient organisé le secret, protégé le silence par des mots d'avocat. Je n'étais pas en colère, pas encore. Je me sentais déplacée, comme une pièce qu'on retire d'un puzzle pour que le dessin paraisse plus cohérent. J'ai repris la lettre. Au dos, un tampon notarial, Maître Giraud, étude de Tours. C'était le notaire de Marc, autrefois. Et c'est sans doute pour cela que la chemise avait fini dans mes papiers, par simple erreur de classement. Une erreur ou un destin. Je me suis levée, j'ai marché dans la maison. Chaque pas résonnait dans ma tête. Anonymat, reconnaissance, confidentialité. Des mots comme des pierres tombales. Je me suis arrêtée devant la photo d'Emma, sur le buffet. Son visage, son rire figé, cette innocence que rien ne devrait salir. Elle n'y était pour rien. Rien. Mais à travers elle, tout s'écroulait. L'histoire, la filiation, la mémoire même de Marc. Je croyais prolonger sa trace à travers elle. Je n'étais, en réalité, qu'un spectateur d'un héritage inventé. Je suis retournée au bureau. J'ai pris mon carnet et j'ai écrit. Aujourd'hui, j'ai lu ce qu'on m'a refusé de dire. Les vérités qu'on cache derrière les mots officiels. Un notaire a su ce que je ne devais pas savoir. Et moi, la mère, j'ai été rayée du récit pour ne pas déranger le mensonge. Puis, plus bas, l'enfant du silence n'est pas fautive. Mais ceux qui ont organisé le silence le sont. Je crois que c'est à ce moment précis que quelque chose s'est redressé en moi. Une forme d'énergie froide, méthodique. Je n'avais plus envie de pleurer. Je voulais comprendre. Et s'il y avait une vérité écrite quelque part, alors je la lirais. Jusqu'à la dernière ligne. J'ai sorti la loupe d'Henri, celle qu'il utilisait pour lire les petits caractères sur ses plans. J'ai examiné les pages une à une, comme une enquêtrice. Des signatures, des dates, des tampons, des noms d'office. Julien avait signé, Claire aussi. Et en bas de page, la mention « reconnaissance volontaire, consentement maternel ». Tout était en règle, tout, sauf la morale. Je me suis surprise à murmurer. Ils m'ont volé le droit de savoir. Pas le droit de juger, non. Le droit de savoir. J'ai remis les papiers dans la chemise, avec un soin presque religieux. Puis je les déposés sur la table de la salle à manger, à la place où, autrefois, Emma faisait ses devoirs. Et j'ai compris que cette table allait redevenir un bureau, celui de ma vérité. Avant de me coucher, j'ai relu une dernière fois la phrase clé de la lettre. Sans communication aux ascendants. Et j'ai noté dans mon carnet, j'étais l'ascendante à effacer. Mais je saurais redevenir celle qui écrit. La pluie avait cessé. Le vent faisait trembler les rideaux. Et dans ce silence, j'ai ressenti non pas le poids du mensonge, mais la clarté glaciale de la preuve. Les secrets de famille vieillissent mal. Ils finissent toujours par sortir d'un tiroir, comme un cri contenu trop longtemps. Je me suis levée, essoufflé la lampe, et j'ai murmuré « Vous avez voulu m'exclure du dossier. Mais c'est moi, maintenant, qui le relie. » Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Les heures défilaient sans forme, comme une mer noire sans rivage. Chaque fois que je fermais les yeux, les mots revenaient, enfant né sous anonymat de paternité. Des mots administratifs, secs, sans émotion, et pourtant plus violents que n'importe quelle injure. Je les revoyais imprimés, froids, définitifs, scellant des années de silence prémédité. Et moi, au milieu de tout ça, j'essayais de comprendre. La lampe restait allumée. Sur la table, la chemise grise, le carnet rouge et une tasse de thé refroidie. Je lisais, relisais, soulignais, notais. Pas pour chercher à accuser, non. Pour tenter d'exister à nouveau dans cette histoire dont on m'avait rayé.
Je crois que c'est dans ces nuits d'insomnie que j'ai commencé à changer. Avant, j'étais une femme simple. J'aimais les fleurs, les repas partagés, les anniversaires avec des gâteaux faits maison. Je croyais que l'amour suffisait à garantir une place dans la mémoire des autres. Mais la vie m'apprenait, tard, que l'amour sans reconnaissance finit toujours par se perdre dans les marges. Alors j'ai pris la plume, comme on prend une lampe pour éclairer les zones d'ombre. J'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit, lentement, presque en priant, « On ne choisit pas le sang, on choisit ce qu'on s'aime. » J'ai relu cette phrase plusieurs fois. Elle me paraissait juste, elle me paraissait surtout vivante, parce que ce que j'avais semé, moi, ce n'était pas une généalogie. C'était de la présence, de la patience, des gestes quotidiens. Et tout cela, aucun test ADN ne pouvait le contester. Au matin, la lumière s'est glissée dans la pièce. Elle m'a surprise, douce, presque complice. Je n'avais pas dormi, mais je n'étais plus épuisée. J'étais comme vidée. Et dans ce vide, quelque chose de solide se formait. Une sorte de certitude froide. J'allais chercher la vérité, mais sans bruit. Pas de colère, pas de confrontation. Le silence, cette fois, serait ma force, non ma soumission. Je me suis préparé un café, et en regardant la vapeur s'élever, j'ai pensé, les secrets, comme les liquides chauds, finissent toujours par déborder s'ils sont trop pleins. J'ai ressorti de la bibliothèque un vieux livre que Marc m'avait offert jadis, Le Code civil pour tous. Je ne l'avais jamais ouvert, trouvant ça trop austère à l'époque. Mais ce matin-là, j'ai senti qu'il fallait commencer par là. Comprendre la langue du droit, c'était comprendre la manière dont on écrit les destins sans demander l'avis du cœur. Je lisais des articles, des définitions, reconnaissance d'enfant naturel, filiation légitime, secret de naissance, des mots durs, anciens, presque féodaux, et pourtant c'était la matière dont était faite ma douleur. À chaque ligne, je découvrais que ce qui m'était arrivé n'était pas une fatalité morale, mais une mécanique légale. Un système où l'amour n'a pas de valeur probante. Tout se joue dans les papiers, les signatures, les formulaires, et moi, je n'avais signé aucun d'eux. J'étais simplement absente du dossier, effacée par omission. Je me suis dit, le silence juridique est plus cruel que le mensonge. Il ne dit rien, mais il vous supprime. Les jours suivants, je me suis imposé une discipline. Chaque matin, une lecture, un article de loi, un texte sur la filiation, un extrait de notariat, et chaque soir, une note dans mon carnet. C'était ma manière de reprendre le fil, de redevenir sujet dans ma propre histoire. J'ai même commencé à découper dans les journaux des articles sur les droits des grands-parents, sur les secrets de naissance. Je les collais dans un cahier à spirale. Je voulais comprendre jusqu'au bout comment un lien d'amour pouvait disparaître d'un acte d'état civil. Et plus j'apprenais, plus la colère se transformait en lucidité. Je voyais clair désormais. On m'avait tenu à l'écart non par cruauté, mais par peur. Peur que je réagisse mal, que je sois blessée. Mais en me cachant la vérité, il m'avait blessée davantage. Parce qu'on ne protège pas quelqu'un en le rendant invisible. Une nuit, je suis sortie dans le jardin. Il faisait froid, le ciel était plein d'étoiles. Je me suis assise sur le banc, celui où Emma aimait lire ses histoires à voix haute. Je l'imaginais encore, petite, concentrée, butant sur les mots longs, levant les yeux vers moi. « C'est quoi, héritage, mamie ?» Je lui avais répondu, « C'est tout ce qu'on laisse sans l'écrire. » Et je me suis dit, peut-être que c'était ça, au fond, mon vrai héritage. Pas une maison, ni un nom, ni un lien biologique. Mais cette phrase, cette idée, transmettre autre chose que le sang. Je suis rentrée et rallumé la lampe et j'ai noté dans mon carnet. Transmettre, ce n'est pas donner ce qu'on possède. C'est laisser quelque chose d'assez solide pour survivre à la vérité. Je crois que cette nuit-là, j'ai pardonné à moitié. Pas à Julien, pas encore, mais à la vie elle-même. Parce que je commençais à comprendre qu'elle ne m'avait pas volé un lien. Elle m'avait offert une leçon, celle de ne pas confondre le biologique avec le spirituel. Je me suis couchée à l'aube, et avant d'éteindre, j'ai relu ma phrase du début. On ne choisit pas le sang, on choisit ce qu'on sème. J'ai fermé le carnet, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi sans peur. Pas apaisée encore, mais droite, parce que je savais désormais que mon silence n'était plus une résignation, c'était une veille. Et dans ce calme lucide,
La vérité allait pouvoir grandir, doucement, comme une graine sous la terre. J'ai pris rendez-vous avec Maître Dumas, le même notaire qui m'avait aidé, autrefois, pour la succession de Marc. Je savais qu'avec lui, les mots ne seraient ni enjolivés, ni détournés. Il disait toujours la vérité, même quand elle coupait. Le jour du rendez-vous, le ciel était clair. J'ai marché jusqu'à son étude, un bâtiment ancien aux volets verts, où l'odeur du papier et du bois ciré donne toujours une impression d'ordre. En franchissant la porte, j'avais l'impression d'entrer dans le lieu même où la vérité se range bien pliée, bien classée, comme les dossiers. « Madame Delaunay » fit-il en se levant. « Quelle surprise, ou plutôt, quelle inquiétude !» Je lui ai souri sans répondre. J'ai sorti de mon sac la chemise grise, les documents découverts et mon carnet rouge. « J'aimerais comprendre, maître, pas me plaindre, comprendre. » Il a lu, silencieusement. Ses yeux passaient d'un feuillet à l'autre avec cette précision d'homme habitué au drame contenu dans les papiers. Quand il a levé la tête, j'ai vu dans son regard ce mélange de prudence et de compassion réservé aux vérités qu'on ne peut plus effacer. « Vous savez, madame, » commença-t-il lentement, « ce document, il n'est pas anodin. Il marque effectivement une reconnaissance légale, mais il n'établit pas une filiation biologique. » Je l'ai regardé, droite. C'est-à-dire, il a pris une grande inspiration. Votre petite fille, Emma, a été conçue par un don anonyme, un don de sperme, très probablement. Votre fils n'est pas le père biologique. Je crois que le temps s'est arrêté. Je voyais ses lèvres bouger, mais plus aucun son ne passait. Je sentais seulement la chaleur du bureau, le tic-tac d'une horloge, et mes doigts serrant la bordure de la table. « C'est légal », murmurai-je enfin. « Oui, parfaitement. »« Et secret ?» ?»« Tout à fait. » Donc, j'étais la seule à ne pas savoir. Probablement, oui. Votre fils a sans doute voulu vous épargner. Je me suis redressée. Épargner. Ce mot-là me poursuivait depuis toujours. On m'épargnait la vérité, comme on épargne une enfant fragile. Mais à force de m'épargner, on m'avait privé du droit d'exister pleinement. Maître Dumas a sorti un autre dossier. « Voici, dit-il, l'extrait d'état civil complet que vous pouvez demander en tant qu'ascendante directe. Vous y verrez la mention « naissance sous anonymat de paternité biologique ». C'est rare, mais cela existe. Il a marqué une pause. Vous avez le droit de le consulter, pas de le modifier. Je l'ai remercié. Je ne voulais rien modifier. Je voulais seulement voir les choses en face. Je lui ai demandé, presque timidement, « Et pour mon fils ?» Il est reconnu comme père légal. C'est lui qui a signé l'acte de reconnaissance. Donc, aux yeux de la loi, Emma est bien sa fille. Exactement. Et aux yeux du sang? Le sang ne fait pas la loi, madame. Cette phrase-là, simple, nette, a traversé tout mon corps. Elle n'était pas froide, elle était juste. Je suis rentrée chez moi avec une enveloppe pleine de copies. Extrait d'état civil, lettre d'avocat, formulaire de consentement. Le tout rangé, classé, numéroté. Je les ai étalés sur la table du salon, comme on déploie les pièces d'un puzzle qu'on veut enfin comprendre. Il y avait dans cette mise à plat quelque chose d'apaisant. Chaque ligne, chaque signature, chaque date me rendait la mémoire que les mensonges m'avaient volée. Julien avait signé le 5 mars 2014. Emma était née une semaine plus tard. Claire, elle, avait ajouté son consentement au maintien du secret médical. Tout concordait, tout était en règle. Et pourtant, tout était faux, ou du moins, construit sur une omission. J'ai pris mon carnet rouge. J'ai écrit. La vérité n'a pas besoin de hurler. Elle se glisse dans les marges des actes. Puis, un peu plus bas, ils ont voulu me protéger de la complexité. Mais la simplicité du mensonge est plus cruelle que la complexité du vrai. Le soir même, j'ai téléphoné à l'avocat de Julien, Maître Girard, un homme que je connaissais de nom. Il a hésité avant de me répondre, puis a reconnu ma voix. Je n'ai pas cherché le conflit, je lui ai simplement demandé confirmation. Il a soupiré, puis m'a dit « Votre fils n'a jamais voulu vous mentir. Il ne savait pas comment vous le dire. Il vous craignait trop, je crois. » Je me suis tue. Moi, qu'il craignait trop. Ce n'était pas la peur d'une mère autoritaire. C'était celle d'un fils qui ne voulait pas briser l'image d'un père disparu. Après un long silence, j'ai dit calmement «
Il ne m'a pas menti par honte. Il m'a menti par amour. C'est possible, madame. Mais ce sont souvent les amours qui blessent le plus. Quand j'ai raccroché, je suis restée debout devant la fenêtre. Le jardin était calme, baigné d'une lumière douce. Et pour la première fois, j'ai ressenti non pas une plaie ouverte, mais une délivrance. La vérité n'avait rien de tragique, finalement. Elle remettait simplement chaque chose à sa place. Emma n'était pas de mon sang. Et alors, elle restait le fruit de mes gestes, de mes mots, de mes années. J'avais transmis sans le savoir l'essentiel, la patience, la curiosité, le goût des histoires. Tout cela, aucune loi ne peut l'effacer. Avant d'éteindre la lampe, j'ai écrit dans mon carnet. Ce soir, j'ai lu la vérité. Elle ne m'a pas détruite. Elle m'a simplement replacée là où je devais être, du côté de la lumière. Et j'ai dormi enfin, d'un sommeil profond, celui de ceux qui n'ont plus rien à craindre des papiers. J'ai invité Julien et Claire à dîner. Un simple message, presque neutre. Dimanche 10 à 9 heures. Il faut qu'on parle. Aucune réponse dans l'heure. Puis un laconique. D'accord, nous serons là. Toute la journée du dimanche, j'ai préparé la table comme autrefois. Une nappe blanche, les assiettes bleues, les couverts d'Henri et le petit vase avec 3 roses du jardin. Un décor paisible, presque tendre mais sous la surface. Chaque détail vibrait d'une tension invisible. Quand ils sont arrivés, le silence est entré avec eux. Julien avait le visage fermé, celui d'un homme qui s'apprête à endurer. Claire, plus pâle que jamais, s'est assise sans un mot. Je leur ai servi du vin, du pain chaud, comme pour retarder le moment. Mais la vérité n'attend jamais qu'on ait fini de dîner. J'ai posé calmement la chemise grise sur la table. Ils l'ont reconnue tout de suite. Julien a baissé les yeux. Claire a cessé de respirer. J'ai trouvé ça, ai-je dit doucement. Aucun reproche dans la voix, juste une phrase posée, comme un constat. Julien a voulu parler, mais je l'ai interrompu d'un geste. Laisse-moi d'abord te poser une question, Julien. Je me suis penchée vers lui. Pourquoi m'avoir laissé aimer un mensonge? Le silence qui a suivi était long, lourd, presque physique. Puis, d'une voix rauque, il a murmuré « Ce n'était pas un mensonge, maman. C'était un silence. » Je crois que c'est à cet instant que j'ai vraiment vieilli. Parce que cette phrase contenait tout. La lâcheté, la tendresse, la peur. Et surtout, cette croyance idiote que le silence protège. Un silence, ai-je répété. J'ai pris une gorgée de vin, calmement. Tu appelles ça un silence, toi. Moi, j'appelle ça une exclusion. J'ai dû lire dans des actes notariés ce que tu aurais pu me dire avec ton cœur. Il n'a rien répondu. Ses mains tremblaient. Claire, elle, fixait la nappe, immobile, comme une enfant fautive. J'ai ouvert la chemise. Lentement. Les papiers bruissaient comme des feuilles mortes. Je les ai étalés un à un. L'acte de reconnaissance, la lettre de l'avocat, le cachet du notaire, tout ce que j'avais lu, décodé, compris. J'ai tout relu, ai-je dit. Je sais que tout est légal. Je sais que tu n'as rien fait d'illégal. Mais tout cela, Julien, n'a rien de légitime. Il a levé les yeux vers moi, les larmes au bord des paupières. J'avais peur, maman. Peur de quoi? De ma déception? Peur de te perdre. Et tu as choisi de me perdre autrement. Ses épaules se sont affaissées. Claire a pris la parole, d'une voix brisée. C'était mon idée. Je voulais protéger Emma. Je voulais qu'elle grandisse sans question. Je l'ai regardée. Mais moi? Qui m'a protégée? Elle n'a pas su répondre. Le silence a repris sa place, épais, presque sacré. Seul le tic-tac de l'horloge osait respirer. Julien s'est levé, a fait quelques pas vers la fenêtre. On voulait te dire plus tard, quand Emma serait grande. Je me suis levée à mon tour. Le plus tard, Julien, c'est toujours trop tard. Et parfois, c'est jamais. Il s'est retourné. Nos regards se sont croisés. Entre nous, 30 ans d'amour, de maladresse et maintenant cette faille. Je lui ai dit doucement, je t'ai appris à dire la vérité, pas à la différer. Et pourtant, tu as choisi le silence. Il a hoché la tête. Je sais. J'ai eu tort. Non. Tu as eu peur. Et la peur, quand elle dure trop, devient un mensonge poli. Je me suis rassis. Je n'avais plus de colère, seulement une sorte de tristesse calme, presque lucide. Je les ai laissés manger un peu, sans parler. Puis j'ai glissé vers eux une enveloppe. À l'intérieur,
une photocopie du carnet rouge. La page où j'avais écrit « On ne choisit pas le sang, on choisit ce qu'on sème. » Lisez, ai-je dit. Claire a ouvert, a lu à voix basse. Ses lèvres tremblaient. Julien, lui, écoutait, immobile, le visage trempé. Quand elle a fini, j'ai ajouté « Vous auriez pu me le dire. Je n'aurais pas jugé. J'aurais juste aimé savoir, pour aimer plus juste. » Il a murmuré « Tu n'aurais pas compris. » J'ai souri tristement. Peut être. Mais j'aurais appris. Et c'est ça, être mère. Apprendre encore, même à 70 ans. La soirée s'est terminée sans cri, sans geste. Juste des mots fatigués. Julien a dit « Je suis désolée, maman. » Et cette fois, je l'ai cru. Claire a ajouté « Merci d'avoir cherché à comprendre. Peu aurait eu ton courage. » Je n'ai rien répondu. Je me suis levée, j'ai débarrassé la table lentement. Leur verre était à moitié plein, comme nos vérités. Ils sont partis peu après, en silence. Quand la porte s'est refermée, j'ai eu un long frisson. Pas de colère, pas de haine. Un vide, mais un vide clair, celui qui suit une opération réussie, quand le poison est enfin extrait. J'ai écrit ce soir-là, dans mon carnet, ils ont cru me protéger de la douleur. Mais c'est le mensonge qui m'a blessé, pas la vérité. Puis dessous, un silence n'est pas une preuve d'amour. C'est une peur mal habillée. J'ai refermé le carnet. Et j'ai senti, dans le silence retrouvé, une sorte de paix triste, comme après une tempête. La vérité avait enfin parlé. Et, paradoxalement, elle ne criait pas. Elle reposait là, sur la table, entre la nappe et les papiers, tranquille comme un verdict accepté. Les jours qui ont suivi ce dîner ont été d'une clarté étrange. Tout semblait pareil, et pourtant plus rien n'avait la même lumière. La vérité, une fois dite, ne détruit pas, elle déplace les meubles invisibles du cœur. Julien n'est pas revenu tout de suite. Il m'a envoyé un message. Quelques mots sobres. « J'ai besoin de temps, maman. Je t'aime. » Claire, elle, n'a rien écrit. Le silence encore. Mais cette fois, je n'y lisais plus l'offense. Seulement la fatigue des âmes qui n'ont plus rien à cacher. La maison était calme. Je reprenais mes routines, mes tasses de thé, mes promenades dans le jardin. Je m'étonnais d'être si peu en colère. Peu. Être parce qu'au fond, la vérité m'avait rendue légère. Je n'avais plus à imaginer, ni à espérer. J'étais simplement là, dans le réel, enfin. Un matin, en arrosant les lilas, j'ai pensé à Marc. Je lui ai parlé tout haut, comme autrefois. « Tu te rends compte, mon amour ? On m'a caché un secret digne des romans. » Je riais presque. J'entendais sa voix en écho, grave, tranquille. Le sang, c'est la sève, pas la racine. Il aurait compris, lui. Il aurait su accueillir sans juger. Peu. Être que je tenais ça de lui, cette façon de ne pas haïr. Je passais mes journées à remettre de l'ordre dans les papiers, mais aussi dans mes pensées. Tout ce que j'avais vécu prenait un sens nouveau. Les gestes d'Emma, son regard, sa douceur, rien de tout cela n'avait besoin de biologie. C'était du vrai, du vécu. Et c'était suffisant. Le dimanche suivant, vers 5 heures, j'ai entendu frapper à la porte. 3 petits coups hésitants. Je me suis essuyé les mains et ouvert. Et là, devant moi, avec son manteau trop grand et son sac à dos rose, Emma, ses yeux brillaient. Maman m'a dit que je pouvais venir toute seule. J'ai senti ma gorge se serrer. Je lui ai caressé les cheveux. « Tu as bien fait, ma chérie. Entre. » Elle a regardé autour d'elle, comme si elle redécouvrait la maison. Elle a couru vers le buffet, a pris son livre préféré, celui des Contes du Lilas, puis elle s'est tournée vers moi. « Mamie, tu me racontes encore ton histoire du lilas ?» J'ai souri. Je me suis assise dans le vieux fauteuil. Elle est venue s'installer sur mes genoux, comme avant. Son poids contre moi, sa chaleur, cette odeur d'enfance et de craie douce. Tout revenait, comme si le monde reprenait son souffle. Je lui ai raconté l'histoire, lentement, celle d'un jardin où un lilas refusait de fleurir après un hiver trop dur. Les autres plantes le croyaient mort. Mais un matin, au premier rayon du printemps, il s'était couvert de bourgeons, d'un violet éclatant. Je disais ces mots, et je sentais Emma qui écoutait avec sérieux, sans bouger. Puis elle a levé les yeux. « Et pourquoi il refleurit, le lilas, mamie ? » « Parce qu'il a entendu qu'on l'aimait encore, ma chérie. » Elle a réfléchi. « Alors, moi aussi, je refleuris. » J'ai senti mes larmes monter.
mais je les ai retenus. Je l'ai embrassé sur les cheveux. Oui, toi aussi. Et moi aussi. Nous sommes restés ainsi longtemps, dans le silence. Dehors, le vent faisait bouger les rideaux, le jour déclinait doucement. Je la regardais et je me disais, voilà ce qu'il reste, quand tout s'effondre. Le vivant, le vrai, le présent. Le sang n'avait plus d'importance. Elle était mon enfant de cœur, ma petite fille de mémoire. Et dans ses yeux, je voyais la promesse que la vie continue malgré les mensonges, malgré les secrets. Quand elle est repartie, le soleil se couchait. Elle s'est retournée sur le seuil. « Mamie, tu m'aimes encore ?» J'ai ri, à travers les larmes, plus que jamais. Même si rien du tout, ma chérie. L'amour, ça ne se mesure pas au sang. Elle a hoché la tête, sérieuse, puis s'est élancée dans le chemin, ses cheveux dans la lumière. Je l'ai suivie du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière la haie. Le soir, j'ai écrit dans mon carnet, « La famille a explosé. » Mais dans le silence des débris, une enfant a frappé à la porte. Elle n'a pas demandé d'explication. Elle a demandé une histoire. Puis, en dessous, le sang construit les lignées. Mais c'est la tendresse qui sauve les âmes. J'ai fermé le carnet. Et dans le calme de la maison, j'ai entendu comme un souffle léger celui du lilas, derrière la fenêtre, qui recommençait à fleurir. Le printemps est revenu, et avec lui une forme de légèreté que je croyais perdue. Les lilas sont en fleurs, le jardin bourdonne à nouveau, et dans la maison, le silence n'a plus la même couleur. Il n'est plus celui de la solitude, c'est un silence fertile. Depuis quelques semaines, une idée me trottait dans la tête ou peut être dans le cœur. Je repensais à toutes les femmes que j'avais croisées dans ma vie, voisines, amies, veuves, mères, grand-mères silencieuses. Combien d'entre elles portaient des secrets semblables, des vérités tues par peur de déranger? Combien avaient été effacées des dossiers simplement parce qu'elles n'avaient pas les mots pour se défendre? Un matin, en rangeant mes carnets, j'ai pris ma décision. Je n'allais plus écrire seulement pour moi. J'allais écrire avec les autres. J'ai demandé à la mairie la petite salle du centre social, celle qu'on n'utilisait plus depuis la pandémie. Une pièce simple, 3 tables, 4 chaises, une grande fenêtre donnant sur la place. Je l'ai baptisée atelier de mémoire. Le mot m'a paru juste. Ici, on ne viendrait pas apprendre à écrire. On viendrait apprendre à se relire. La première séance, nous n'étions que 4. Madeleine, 82 ans, qui gardait un secret de guerre. Gisèle, ancienne couturière, que ses enfants ne venaient plus voir. Et Clairette, une voisine de ma rue, qui n'avait jamais osé dire à personne qu'elle écrivait des poèmes depuis 20 ans. Je leur ai offert du thé, des biscuits et des feuilles blanches. Nous avons commencé timidement, comme on marche sur une glace fragile. Écrivez une phrase qui vous appartient, ai-je dit. Une seule, mais vraie. Elles ont réfléchi, puis les stylos ont gratté le papier. Le silence était beau. Quand elles ont lu à voix haute, j'ai senti quelque chose se lever dans la pièce. Un souffle, une dignité retrouvée. Gisèle a écrit « J'ai vécu dans la couture, mais j'ai passé ma vie à recoudre les autres. » Madeleine a écrit « On ne vieillit pas, on s'éclaircit. » Et moi, sur ma feuille, j'ai écrit « Les liens du cœur ne s'effacent pas à l'encre de la loi. » Elles ont applaudi doucement. Nous savions, toutes les 4, que ce n'était pas seulement un atelier. C'était une réparation. Les semaines suivantes, d'autres femmes sont venues. Elles arrivaient avec leurs carnets, leurs blessures, leur silence. Certaines ne savaient pas écrire. Alors, on écrivait ensemble, à 2 voix. Chaque jeudi, la salle se remplissait d'histoires, des enfances oubliées, des mariages éteints, des secrets d'héritage, des lettres jamais envoyées. Je leur disais souvent, « Ce que vous ne dites pas devient une tache dans la mémoire du monde. Alors dites-le, même doucement. » Je les écoutais, je recopiais parfois pour elles, à l'encre bleue, et chaque mot posé sur la page semblait effacer un peu de honte, un peu de peur. C'était cela, ma nouvelle vie, transformer le silence en matière vivante. Un jour, la petite Emma est venue m'y rejoindre. Elle avait 9 ans maintenant, et savait lire mieux que quiconque. Elle s'est installée à côté de moi et a demandé « Je peux t'aider, mamie ?» Je lui ai tendu un cahier. « Bien sûr. Tu seras la gardienne des histoires. » Elle a écrit son prénom sur la couverture, en lettres appliquées, puis, en dessous, Atelier du Lilas. J'ai souri. Le symbole me paraissait parfait.
la fleur qui renaît, la mémoire qui refleurit. À la fin de la séance, elle m'a glissé un mot dans la main. Merci de m'avoir choisi, même sans sang. Je n'ai pas répondu. Je l'ai simplement prise dans mes bras. Le soir, en rentrant, j'ai ouvert mon carnet rouge. J'ai relu mes premières notes, celles du choc, de la douleur, des papiers. Elles ne me faisaient plus mal. Elles ressemblaient à un brouillon d'avant la lumière. J'ai ajouté une dernière phrase. La vérité ne détruit pas. Elle éclaire, si on la partage. Je me suis levée et ouvert la fenêtre. Dehors, la nuit tombait sur le jardin. Le lilas respirait fort. Et j'ai compris que la transmission n'était pas une affaire de sang, mais de souffle. Tant qu'on continue à raconter, rien ne meurt vraiment.